polarise les opinions, certains allant même jusqu'à la considérer comme la face cachée d'une entreprise politique anticapitaliste, ce qui conduit de facto certains acteurs financiers à éventuellement modérer leur communication et même parfois à revoir leurs engagements climatiques. Donc, mise en perspective. Et la troisième raison, c'est enfin et surtout, c'est parce que, vous le savez très probablement, vous l'aurez compris, Philippe Zaouati est quelqu'un qui interpelle. Il a publié il y a quelques mois un dialogue avec Dominique Bourg intitulé « La finance face aux limites planétaires », dans lequel ils s'interrogent ensemble sur la capacité un peu contre-intuitive de la finance à contribuer au maintien de l'habitabilité de la planète et à jouer, je cite, un autre rôle que celui de pompier pyromane. Alors, pour dialoguer avec Philippe Zaouati, qui mieux que David Vaillant, notre compère défenseur d'une finance plus vertueuse. David, qui est ancien administrateur de Sciences Po Alumni, il est coprésident, je vous le disais tout à l'heure, avec Fanny Laitier du groupe Finance des Alumni, qui est un de nos plus beaux groupes. Et il est également, il enseigne la finance durable à HEC. Personne n'est parfait. Voilà, David, je te passe la parole. Alors merci Anne-Béatrice, bonsoir à tous. Alors je m'associe évidemment à tes remerciements et notamment puisque j'ai absolument à titre personnel rien à apporter à l'organisation de l'événement. Elle a été vraiment complètement prise en charge par Anne-Béatrice, les équipes de Sciences Po et nos partenaires. Donc un grand merci. Merci évidemment à Philippe d'être avec nous. Comme tu le soulignais Anne-Béatrice, la finance durable, elle s'est considérablement développée peut-être ces 10, 15 ou 20 dernières années, si on remonte jusqu'à ses prémices. Et elle s'est imposée comme l'une des composantes importantes de la lutte contre le changement climatique, de la lutte pour la préservation de la nature et de la biodiversité, ce qui est un sujet différent, et puis de l'intégration de critères non financiers au sens large, qui soient sociaux, de gouvernance, de parité, au sein des décisions économiques et financières. Et si on prend un temps de recul sur la dimension un peu épistémologique, si on le regarde finalement comme une discipline, c'est plusieurs choses. C'est une approche de la finance. On peut le considérer, et c'est l'un des débats, comme une discipline de la finance, qui veut dire que c'est quelque part une sorte de verticale au sein de la finance, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. On est vraiment dans une logique un peu différente du mainstreaming. C'est aussi devenu un champ important de recherche, et je pense que Philippe t'en parlera, et d'enseignement, qui est passionnant parce qu'il est en pleine ébullition, et c'est aussi un lieu d'une certaine créativité, voire d'une certaine forme d'expérimentation réglementaire. Et je dis expérimentation, pas du tout au sens négatif des choses, mais c'est un champ d'exploration réglementaire, et on a vu effectivement une forme de foisonnement réglementaire avec des choses qui vont avancer, des choses qui vont reculer, etc. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte en disant on est dans un moment qui est aussi un moment d'expérimentation collective. C'est évidemment un champ de controverses et de débats. Et alors les controverses, pour être des praticiens, on les a des deux côtés. On a des gens qui nous disent mais est-ce que c'est efficace pour sauver le monde ? Si je pose les choses de manière simple, est-ce que c'est efficace pour faire baisser les émissions? Est-ce que c'est efficace pour préserver la biodiversité? Et puis de l'autre côté, il y a d'autres questions qui viennent du monde de la finance, mais est-ce qu'il y a un arbitrage entre la performance de durabilité, si on dit de manière simple, et la performance économique et financière? Il y a ces deux débats. Et en fait, c'est pour ça que je prenais cette dimension un peu épistémologique, en fait, ces débats, ils ne sont rien de plus que l'effet et la réflexion dans le domaine de la finance des débats qui traversent la société, l'économie, l'entreprise et la politique sur une question qui est majeure, qui est l'arbitrage, l'équilibre entre une forme de prospérité économique, dont on peut discuter la mesure, d'une prospérité financière et d'autres objectifs, puis de préservation de la planète, l'objectif de réduction des inégalités. Donc il est normal, et c'est sain, qu'on retrouve au sein de la finance exactement le même type de débat qu'on va retrouver dans la société et l'économie. Et donc, on constate aussi des mouvements, des avancées, des à-coups, des reculs, des expérimentations. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut les accepter. C'est comme ça qu'on progresse. Et
On est très heureux de pouvoir échanger avec Philippe, dont je précise qu'il est un ami, mais sans la moindre connivence. Et ce que je trouve sans la moindre complaisance, et ce que je trouve très très intéressant dans le parcours de Philippe, c'est il est impressionnant, et il allie trois choses qu'on trouve assez rarement. C'est-à-dire une vraie expérience de praticien, et quand vous êtes praticien, le seul choix que vous n'avez pas, c'est de ne pas faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de rester en commentateur. Et si vous ne faites pas, c'est un choix. Et c'est ça que je trouve très très intéressant dans la démarche du praticien. C'est aussi un acteur très engagé avec des prises de position publiques, ce qui est très courageux quand on est par ailleurs un praticien de la finance. Et c'est aussi quelqu'un qui a une activité éditoriale assez foisonnante, qui moi m'impressionne beaucoup, puisqu'il est à la fois littérateur et il écrit des livres sur la passion qui l'anime. Donc voilà, on est très heureux de le recevoir. À titre personnel, j'en suis très très heureux. Je voudrais vraiment remercier Anne-Béatrice qui est à l'initiative de cet événement-là. Et ce qu'on vous propose, c'est de partir peut-être sur 45 minutes où on a un certain nombre de questions qu'on va poser. Et on a plus des thèmes que des questions, pour être tout à fait honnête. Et l'idée est justement de vous amener un peu sur le parcours, la genèse de la finance durable et puis les débats qu'on y voit en essayant de toucher un peu différents sujets et après d'ouvrir l'échange sur 45 minutes. Donc restez avec nous 45 minutes, on va essayer de ne pas vous endormir et on aura 45 minutes de questions. Mais peut-être pour commencer par Philippe, parce que tu peux nous présenter un peu ton parcours, à la fois ton parcours parce que je pense qu'il est vraiment intéressant, et puis derrière la jeunesse de Mirova dans ce parcours et pourquoi c'est arrivé à ce moment-là. Merci David. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour avoir organisé cette conférence. Peut-être, je vais vous raconter mon parcours et ma vie, mon œuvre un petit peu après. Mais peut-être quand même, juste deux mots de contexte. Tu as un peu brossé la situation dans laquelle on est aujourd'hui, les questions qui se posent. On est quand même à un moment un peu particulier quand même. À la fois sur la finance durable, mais au-delà de la finance durable, parce qu'on va parler de finance, mais à un moment, il faut un peu dézoomer aussi et regarder les questions économiques et politiques et sociétales qui entourent la finance. La finance n'est finalement qu'un élément à l'intérieur de tout ça. Et sans vouloir plomber l'ambiance, c'est pas génial en ce moment. Si vous regardez quelques indices, vous avez la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, qui a présenté son plan et son équipe aujourd'hui. Les mots écologie, transition écologique ne sont pas apparus une seule fois dans son discours. Complètement évacué. Il y a 5 ans, c'était au cœur. Le Green Deal était au cœur du projet politique de l'Union européenne. 5 ans après, ça a complètement disparu. On parle de guerre, de sécurité, d'immigration, de souveraineté économique, bien sûr, de problèmes géopolitiques. Les sujets écologiques ont complètement disparu. Un deuxième indice dont on peut-être recommentera parce qu'il est assez intéressant, c'est effectivement ce qui se passe sur la finance, là, pour le coup. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce petit reportage qui a été fait par le Financial Times, que je trouve pas mal, qui est titré de la façon suivante qui est le coupable, qui a mis fin à la ESG Party, Who Killed the ESG Party. Et donc effectivement, on a vécu un moment un peu romantique, un peu une fête. On a eu l'impression d'être dans une fête à un moment donné. Et puis cette fête, boum, quelqu'un l'a tué. Donc le reportage est assez amusant parce qu'il liste quelques coupables possibles de cette fête avortée de l'ESG et de la finance durable, en commençant par Vladimir Poutine et en terminant par Stuart Kirk. Et donc on pourra peut-être commenter ça tout à l'heure et essayer de comprendre effectivement pourquoi cette tendance qu'on a vue se développer de façon assez extraordinaire autour de 2020, brutalement là se retourne. Mais encore une fois, j'ai cité les deux éléments parce que à chaque fois, je crois qu'il faut regarder ça. La finance est à la fois un précurseur, à la fois un élément fondamental,
et puis aussi un miroir de ce qui se passe dans le reste de l'économie et de la société. Et quelquefois, on a tendance à vouloir accentuer un côté ou l'autre, en faisant de la finance le responsable de tout et le coupable de tout, ou à l'inverse, en faisant juste un suiveur qui finalement n'a pas de décision à prendre. Voilà, c'était juste pour histoire de plomber bien l'ambiance pour démarrer et donc pour vous donner le contexte dans lequel je pense on fait cette réflexion ou cette réflexion a été lancée, c'est de se dire bah oui mais ok comment malgré tout on essaye d'aller de l'avant et de continuer à essayer de penser finance durable. Alors effectivement nous on a commencé à parler finance durable, enfin moi j'ai commencé à réfléchir à la finance durable finalement. Si on se rend compte, si on réfléchit bien, extrêmement tardivement. Extrêmement tardivement. J'en discutais avec un des grands scientifiques du climat, qui est François Gémen, il y a quelques mois, et je lui disais, tu sais, en fait, moi, en 2004, 2005, chez nous, je travaillais dans le groupe Crédit Agricole à l'époque, 2004-2005, je ne me souviens pas d'une seule réunion, d'un seul meeting, d'une problématique quelconque dans laquelle le climat soit apparu comme un élément de discussion. Pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler de climat en 2004-2005 dans la finance. Et il m'a regardé avec des yeux exorbités en me disant mais enfin, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, en 2004-2005, tous les scientifiques savaient ce qui se passait. La conférence de Rio, c'est 92. Enfin, je veux dire, c'est pas possible que dans le monde financier, qui est quand même là normalement pour comprendre l'ensemble de la société, vous ne parliez pas de climat. Et bien pourtant, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai complètement, j'ai découvert le sujet climatique très tardivement. Très tardivement et probablement essentiellement au moment de la crise de 2007-2008. C'est-à-dire que c'est la crise financière qui a été finalement l'élément, le vecteur pour rentrer dans les sujets environnementaux et sociaux. C'est-à-dire c'est à partir du moment où je me rends compte, où on se rend compte avec d'autres que finalement la finance a des impacts extrêmement négatifs, visibles, tout à fait documenté et assez clair à observer sur l'économie et sur le social, à ce moment-là, on se dit ah bah oui, est-ce qu'on peut creuser? C'est quoi les enjeux aujourd'hui? C'est quoi les questions auxquelles il faut faire face? Donc c'est à ce moment-là effectivement moi, que à travers un certain nombre de rencontres, j'ai commencé à réfléchir à cette question d'abord de comment avant même les sujets climat et avant les sujets de fond, c'est comment est-ce qu'on peut faire une finance qui soit plus simple, plus facile à comprendre, enfin voilà, vous connaissez, plus connecté à l'économie réelle, moins opaque, moins opaque, moins complexe. Et donc ça a été ça le point de départ. Et c'est en partant de là, en réfléchissant au rôle de la finance, que ensuite il y a eu cette réflexion sur si la finance du coup on en fait quelque chose de différent, s'il faut la connecter à l'économie réelle, alors du coup c'est quoi l'économie réelle? C'est quoi les enjeux d'économie réelle aujourd'hui? Et donc notamment évidemment le climat. Alors le climat arrive à ce moment-là un peu de façon un peu aussi conjoncturelle, parce qu'il y a un autre événement qui se passe, c'est 2009, un tout petit peu après la crise financière, qui est que le climat devient très médiatique pour le coup. On en parle énormément, et on en parle énormément notamment parce qu'il y a une grande conférence, une COP, c'est la première COP, moi il me semble, dont on a vraiment beaucoup parlé, enfin en tout cas dont je me souvienne, qui est la COP de Copenhague. Alors il y avait eu celle de Kyoto avant évidemment, mais je pense que Kyoto c'était pour les spécialistes. Mais dans le grand public, à l'époque, au moment de Kyoto, je pense qu'on n'a pas parlé beaucoup dans les médias. Copenhague, on en parle énormément parce qu'il y a Sarkozy, il y a Obama, il y a tous ces gens-là qui vont à Copenhague, et puis on attend énormément de cette COP. Ça va être la révolution. On va réussir à trouver une solution au climat. Et puis boum, c'est l'échec considérable de cette COP. Et donc là aussi, c'est deuxième un peu wake-up call en fait auquel je suis confronté après la crise financière. Voilà, donc ça c'était un peu sur la genèse. Et puis ce que je raconte aussi souvent, c'est que il y a quand même parmi
les gens qui ont fait la finance ces 20-30 dernières années, beaucoup de gens qui viennent d'écoles d'ingénieurs, des gens qui ont fait des mathématiques et de la finance. Après, un peu plus tard, on est allé chercher des gens dans les écoles de commerce, HEC, etc. Bon, ça c'était un peu, c'est la génération suivante, c'est moins, voilà. Mais les vrais, ceux qui ont révolutionné la finance, la génération d'avant, ils venaient de l'école des ponts, de l'école des mines. Vous voyez, c'est des gens qui tout à coup se sont dit non, bah, faire des ponts ou des autoroutes, tout ça, c'est pas drôle, ou des centrales nucléaires. On va plutôt aller dans la finance parce que il y a de la lumière dans les salles de marché, puis il y a quand même pas mal d'argent aussi à se faire. Il faut quand même être honnête. Et donc il y a un afflux énorme d'ingénieurs qui débarquent dans les salles de marché. Et donc moi, c'est vrai qu'en 2008, j'ai cette réflexion-là qui me dit finalement, est-ce qu'on ne s'est pas planté, quoi? Est-ce qu'effectivement, toute cette intelligence qui est arrivée dans la finance, est-ce qu'elle n'a pas amené trop loin la machine et donc, est-ce qu'il ne faut pas revenir en arrière? Donc, c'est revenir en arrière. Ça ne veut pas dire abandonner la technologie, etc. On y reviendra. Moi, je pense que notamment aujourd'hui, les questions d'IA, je ne sais pas si on aura le temps d'en discuter, mais sont extrêmement passionnantes et intéressantes. Mais en tout cas, remettre l'intérêt général au cœur et l'intérêt général et puis aussi la notion de base de la finance initialement, qui est la relation de confiance entre quelqu'un qui veut financer un projet et puis quelqu'un qui porte le projet. Et donc du coup, juste pour terminer rapidement sur cette partie-là, donc 2009, on a ces prises de conscience et on a donc fondé Mirova fin 2012 au sein du groupe Natixis, donc au sein du groupe BPCE. Voilà, on a eu la chance d'avoir effectivement une direction de groupe bancaire assez ouverte, en tout cas, à ce moment-là, de se dire, tiens, il y a une expérimentation, il y a une dizaine de gugus là qui veulent essayer de créer une société de gestion dédiée à la finance durable, à l'investissement responsable. Bon, ça mange pas de pain. Ils vont partir avec, on va leur donner ce qui est géré aujourd'hui de façon durable, c'est-à-dire 3 milliards. Bon, c'est 3 milliards sur 300, ça va pas faire beaucoup de mal. S'ils se plantent, c'est pas grave. Et donc, on est parti comme ça et on a eu effectivement la confiance de BPCE et donc on a développé cette idée que la recherche environnementale et sociale devait être non seulement un élément pour éviter les risques principaux, mais surtout un élément clé pour essayer de déterminer quelles sont les opportunités d'investissement et donc pour apporter l'argent dans les solutions. Et donc aujourd'hui, voilà, Mirova, c'est 31 milliards sous gestion, c'est environ 300 personnes avec des équipes basées à Paris, Londres, Boston, Nairobi, Singapour. Et évidemment, je me sens tout petit par rapport à mon voisin de gauche qui lui est un grand banquier, puisque lui, il était déjà énorme avec BNP Paribas, et puis maintenant ils vont manger AXA, et donc ça sera encore un plus gros poisson. Voilà. Mais bon, on essaye de se frayer un petit chemin en tant que petit poisson quand même. Merci Philippe. Il y a peut-être un point qui paraît important, c'est de préciser ce que c'est qu'un asset manager. Qu'est-ce que ça fait un asset manager versus ce que ça fait un assureur et ce que ça fait une banque, parce que le rôle qu'on joue est pas le même. Je pense que c'est une question très importante, notamment parce que du coup, la capacité de flexibilité de mouvement et d'évolution est très différente quand on est un gérant d'actifs, une banque ou une compagnie d'assurance. Un gérant d'actifs, c'est quelqu'un qui travaille pas avec son propre argent, c'est quelqu'un qui travaille avec l'argent de ses clients. Donc, ce qui du coup pose tout un tas de questions de ce qu'on appelle la responsabilité fiduciaire, parce que en fait, quand on décide, par exemple, qu'avec cet argent-là, je veux arrêter d'investir dans le pétrole, par exemple, ou je décide que je veux utiliser des critères éthiques, je ne le fais pas avec mon argent, je le fais avec l'argent de mes clients. Donc, si je m'assure pas à un moment donné que mes clients sont d'accord avec ma vision des choses, ma vision de la société et la façon dont je pense être la bonne façon d'investir l'argent, il y a un moment donné, il y a un hiatus, il y a un problème. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mes investisseurs vont peut-être décider de leur donner leur argent à gérer par quelqu'un d'autre. Et c'est une défense qui est surutilisé par beaucoup de gérants d'actifs. Si vous écoutez les grands gérants type BlackRock, ou notamment les gérants américains, parce que cette notion de responsabilité fiduciaire est très mise en avant aux États-Unis, et notamment dans le droit américain,
le droit anglo-saxon au sens large, et ben, des gens comme BlackRock vont surutiliser cet argument, je dirais, cet alibi, pour souvent ne rien faire et ne pas prendre en compte des facteurs environnementaux et sociaux en disant non, moi, le seul mandat que j'ai de la part de mes clients, c'est un mandat de maximisation de la performance financière. Je n'ai pas d'autre mandat et donc toute action qui pourrait avoir un autre objectif eh bien, pourrait être considérée comme illégale, pas seulement problématique d'un point de vue commercial, mais illégale. Et il y a effectivement des cas aux États-Unis, notamment d'attaques contre des sociétés de gestion qui utilisent les critères environnementaux et sociaux. Mais donc ça, c'est le côté un peu difficile du gérant d'actifs, contrairement à une banque qui, elle, en fait, fait des opérations, ce qu'on appelle pour compte propre, c'est-à-dire c'est son argent. Donc une banque, généralement, elle a un gros capital et elle utilise ce capital pour soit investir, soit prêter de l'argent, beaucoup plus que son capital, mais l'élément de base, c'est quand même son capital à elle, ça lui appartient. Et donc, elle prend des décisions qui sont basées sur sa volonté propre. Donc ça, c'est une différence quand même fondamentale. La deuxième différence, c'est que le gérant d'actifs, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on lui confie de l'argent et puis il va l'investir donc sur des actions, des obligations. Nous, on investit sur des actions, sur des obligations, sur des projets directement, dans des projets d'infrastructure, dans du private equity, donc dans des actions cotées, mais des actions non cotées aussi. Donc, voilà, donc on investit l'argent dans différentes choses. On a du coup une flexibilité quand même assez forte. Si vous gérez un gros portefeuille d'actions, théoriquement, vous pouvez modifier la composition de ce portefeuille d'actions du jour au lendemain. Généralement pas ce que les gens font, mais c'est possible. Si à un moment donné, vous avez votre portefeuille, vous avez 10 ou 15% de votre portefeuille qui est investi dans le pétrole, vous vous réunissez, vous dites non, stop, j'arrête. Le lendemain, vous vendez toutes les actions pétrolières, puis vous achetez autre chose à la place. Donc cette flexibilité, elle est faisable. Jusqu'à un certain niveau de taille. C'est-à-dire quand on gère 30 milliards, c'est faisable. Quand on est le fonds de pension des employés californiens ou GPIF, qui est le plus gros fonds de pension du monde, là on a des acteurs dits universels qui ont un portefeuille tellement gros qu'ils ne peuvent pas faire ce genre d'évolution. Mais des petits moyens asset managers, ils peuvent faire cette évolution-là. Une banque, c'est un peu différent parce que une banque, elle est très liée au territoire dans lequel elle travaille. Un asset manager, il est d'une certaine façon un peu hors sol. Il investit partout dans le monde, c'est de l'argent est très, très liquide et il peut investir partout sans aucun problème. Une banque, BNP, est quand même très liée à l'activité économique dans les pays dans lesquels elle est, donc en France, en Europe, là où elle a ses guichets, ses équipes. Alors, évidemment, des équipes de corporate banking qui sont partout dans le monde, mais enfin, le gros de l'activité est quand même très lié à un territoire. C'est beaucoup plus ancré, une banque. Ça, c'est le premier élément de différence. Et la deuxième chose, c'est qu'une banque, elle est très dépendante de son passé. Un asset manager, il peut redémarrer encore une fois tous les jours, quoi. Sa performance, elle recommence tous les jours. Une banque, elle est assise sur son passé. Parce qu'une banque, elle est l'essentiel de sa valeur, de ce qu'elle est. Ce sont les prêts et les investissements qu'elle a fait avant. C'est son bilan. Comment vous jugez une banque à partir de c'est son bilan. Et donc, c'est pas facile de tourner le dos à son passé du jour au lendemain. Ce sont des paquebots qui évoluent beaucoup plus lentement. Voilà, donc ce sont des métiers quand même qui sont extrêmement différents. L'assurance peut peut-être passer parce que c'est pas forcément le cœur du sujet, mais c'est encore un autre business model. Merci. Alors, comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui la finance durable finalement, et quel est le cadre global de cette finance durable ? Bon, ça c'est une très 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 vaste question parce que en fait, par définition, la finance durable n'a pas de définition, et c'est un petit peu la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a à la fois différents types d'objectifs et différentes techniques qui sont utilisées pour y parvenir. Il y a d'abord différents types d'objectifs. Et ça, il faut, quand on parle d'ESG, par exemple, donc ESG, environnement, social, gouvernance, qui est le triptyque de la finance durable, bien,
l'utilisation de ces critères-là peut être extrêmement différente. Certains, par exemple, vont vous dire, moi, l'ESG, les critères environnementaux et sociaux, sont des facteurs de risque importants. Si vous écoutez dans ce reportage justement du Financial Times, vous avez le directeur du fonds souverain norvégien, qui est un des plus gros investisseurs institutionnels du monde, et qui dit, nous, on utilise les critères ESG, on a une gestion ESG. Pour nous, c'est un facteur de risque. Le climat, le carbone, le climat sont des facteurs de risque. Et donc, je vais prendre en compte ces facteurs comme des éléments pour analyser les entreprises dans lesquelles j'investis. Et donc, du coup, ça ne veut absolument pas dire que, par exemple, ils vont refuser d'investir dans tel ou tel type d'industrie. Mettons le pétrole, par exemple, l'industrie pétrolière. Eh bien, on va considérer qu'investir dans une entreprise de l'industrie pétrolière, ça comporte un risque élevé en carbone. Ça, c'est manifeste, puisque l'entreprise pétrolière est extrêmement carbone intensif, et donc, elle a dans son prix, dans sa valeur, un élément de risque très important sur le carbone. C'est-à-dire que si un jour, si demain, on se met à taxer le carbone de façon extrêmement importante, ben la valeur de cette entreprise pétrolière va chuter. Donc, elle a un élément de risque lié à ça. Donc, le gérant en question va dire, OK, j'ai compris qu'il y avait un élément de risque lié à ça. Et donc, ça veut dire que je veux une rémunération de ce risque. C'est-à-dire que je vais vouloir acheter la valeur de l'entreprise pétrolière un peu moins chère parce que je veux une rémunération de ce risque que je prends en achetant la compagnie pétrolière. Mais à aucun moment, il n'a une réflexion éthique ou d'intérêt général en se disant « Ah, le pétrole, c'est mal, il faut arrêter de faire du pétrole ou de financer les nouvelles explorations. » Donc vous avez bien une utilisation là de quelqu'un qui se conçoit vraiment comme quelqu'un de la finance durable, qui est persuadé que ce qu'il fait, c'est de la finance durable, mais qui n'a pas de jugement, je dirais, moral ou éthique ou d'intérêt général par rapport à ce qu'il fait. C'est une démarche purement en fait financière en quelque sorte. Et puis vous avez à l'inverse ceux qui vont faire de l'exclusion sur des bases normatives ou morales. Donc en décidant de ne pas investir dans le tabac par exemple ou dans le pétrole. Ou en décidant d'avoir effectivement une empreinte carbone qui est plus faible que celle des indices de référence, etc. Donc là, on a quand même une approche complètement différente, parce que là, du coup, les mêmes critères, les mêmes analyses vont être utilisées de façon extrêmement différente. Puis vous avez encore une troisième façon de voir les choses, qui est de dire, mais en fait, tout ça, c'est des opportunités financières, parce que on est dans une phase de transition massive de l'économie, et donc, ça génère énormément d'innovation, ça génère énormément de nouvelles activités économiques, de nouveaux business. Et donc, je vais utiliser ces critères ESG, cette fois, pour essayer d'aller détecter les opportunités, les innovations. Donc, vous voyez que pour définir la finance durable, on est dans un spectre quand même extrêmement large, entre ceux qui font du risque, ceux qui vont faire de l'éthique ou de la morale, et ceux qui vont aller chercher les opportunités. On a vraiment différents objectifs, différentes façons de faire. Et puis ensuite, ça c'était pour les objectifs, on a différentes techniques pour le faire. Et alors là, c'est extrêmement varié. Vous avez une première technique assez simple qui consiste à faire de l'exclusion, c'est-à-dire de dire, voilà, je définis un certain nombre d'entreprises que je ne veux pas avoir dans mon portefeuille, et donc je définis secteur par secteur les exclusions. Tout le pétrole ou tous les producteurs d'électricité qui ont des émissions par kilowattheure qui sont au-dessus d'une certaine limite. Enfin voilà, vous définissez en fait vos exclusions. Donc là, c'est assez simpliste, ça a été beaucoup critiqué parce que en disant, oui, mais enfin bon, si vous excluez de pétrole, de toute façon, quelqu'un d'autre va l'acheter, il y aura d'autres investisseurs, et les investisseurs qui vont vous remplacer sont pas forcément plus vertueux que vous, donc vous risquez au contraire de laisser la main à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. Vous avez des façons plus thématiques et sectorielles, qui sont de dire, je construis des portefeuilles qui ont une thématique climat, et donc là je vais investir dans toutes les entreprises qui offrent des solutions ou qui ont entamé une démarche
fortes de réduction de leurs émissions ou qui offrent des solutions pour le climat. Ça, c'est une deuxième approche, c'est tout ce qui est thématique. Et puis, vous avez une troisième approche qui est assez différente, qui consiste à dire, moi, finalement, l'important, c'est pas les entreprises dans lesquelles j'investis, c'est comment j'interagis avec ces entreprises. Donc, c'est toute la thématique de l'engagement, se dire, finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas continuer à garder les actions de Total, mais utiliser son pouvoir d'investisseur, voter avec ses pieds, dire au patron de Total, ben si tu changes pas ta stratégie, je voterai pas ton package de rémunération à la prochaine assemblée générale, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la question donc de comment est-ce qu'on arrive à engager avec les entreprises. Pour y revenir, là aussi extrêmement controversée parce que c'est une technique qui a été très largement utilisée comme un alibi pour ne pas faire d'exclusion. Et la qualité de cet engagement et est-ce que ça produit vraiment des résultats est questionnable. Il y a des exemples les plus connus de grandes actions d'engagement, c'est Climate Action 100+. Donc c'est une grande action qui a été lancée par les PRI, les principes pour l'investissement responsable, qui réunit tous les grands investisseurs du monde et dont l'idée était de faire pression justement sur les entreprises du secteur carboné, notamment les entreprises pétrolières, avec une première phase qui était une phase de pression pour que ces entreprises fassent un reporting le plus clair possible. Puis ils allaient passer à une deuxième phase pour leur dire d'arrêter et de baisser leurs émissions. Et bon, c'est très difficile. Les résultats sont modestes. Et non seulement les résultats sont modestes, mais en plus, les grandes boîtes américaines comme BlackRock, l'année dernière, ont décidé de sortir de ces actions Climate Action 100+, parce que justement, ça posait problème vis-à-vis d'un certain nombre de leurs investisseurs américains. Alors justement, est-ce qu'il y a des différences selon les géographies? Quel a été le rôle de l'Europe? Est-ce que l'Europe a eu un rôle particulier par rapport à ça? Et est-ce que vous voyez des différences entre les États-Unis, l'Europe, les pays émergents, l'Asie? Alors, il y a des différences. Après, je pense qu'il faut pas forcément tomber dans la caricature. Donc, il y a évidemment des différences entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Mais il ne faut pas oublier que en Europe aussi, beaucoup prennent des positions qui sont des positions qu'on pourrait qualifier de positions américaines. Hein, il ne faut pas se leurrer. Il y a un certain nombre d'acteurs européens, par exemple, quand vous avez une grande association d'entreprises comme la FEP, par exemple, qui représente des grandes entreprises françaises, qui écrit un courrier il y a 2 ans à la présidente de la Commission européenne en disant tout le mal que la FEP pense de la CSRD, par exemple, c'est pas des Américains. Hein, c'est des grandes boîtes françaises, européennes qui prennent des positions extrêmement claires et qui pourraient s'apparenter plutôt à la position qu'on pourrait appeler la position américaine. Cela étant dit, effectivement, il y a une polarisation qui est devenue absolument assez dingue aux États-Unis et notamment avec quelques acteurs du monde politique américain, donc notamment des républicains, qui ont décidé d'utiliser ce sujet de la finance durable et de l'ESG comme un marqueur politique très fort. Ça, c'est assez étonnant, hein, parce que rien ne laissait entendre. Enfin, je veux dire, généralement, les grands marqueurs de rupture politique aux États-Unis, c'est l'avortement, ça pouvait être éventuellement le pétrole, les grands pipelines, le gaz de schiste. Donc il y a plein de sujets comme ça qui sont effectivement des marqueurs politiques. Eh bien, il y a quelques dirigeants américains qui se sont dit, tiens, l'ESG, c'est un bon marqueur politique. Et donc, ils ont considéré que l'ESG, c'était la finance des woke, la finance de l'extrême gauche. Et donc, ils se sont mis à attaquer, en fait, cet élément-là. Vous avez Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride, qui dit l'ESG est la plus grande menace depuis très longtemps contre la liberté aux États-Unis. J'ai un tweet qui dit ça. Donc, vous avez ensuite des actions en justice extrêmement fortes, notamment des actions contre des soi-disant cartels, associations d'entreprises, qui ont fait très mal, parce que notamment dans le domaine des assurances, là pour le coup, vous aviez une association, un groupe en fait qui s'appelle
Net Zero Asset Owner Alliance, donc qui regroupe les grandes assurances et les grands fonds de pension mondiaux, qui avait été lancé à Glasgow au moment de la COP 26 il y a 3-4 ans. Et donc, à l'intérieur de laquelle les grandes compagnies d'assurance se sont mis d'accord pour avoir un objectif d'atteinte d'un net zéro, donc de zéro émission à une certaine échéance. Et donc, les républicains américains ont attaqué en fait ces compagnies d'assurance en disant que c'était une entente illicite en fait. C'était une entente entre acteurs d'un même secteur et que c'est interdit par la réglementation antitrust américaine. Et ça a été extrêmement pris au sérieux par les compagnies d'assurance en question, à tel point que la plupart d'entre elles, notamment Allianz, tout de suite a décidé de se retirer de la Net Zero Asset Owner Alliance. Donc vous avez quand même des éléments qui sont quand même assez forts, assez puissants, et donc une vraie bataille qui est en train de se passer aux États-Unis. En Europe, la situation évidemment est extrêmement différente, parce que en Europe, on a eu certains disent un tsunami, enfin en tout cas une vague très forte de régulation. C'est 6 dernières années. Donc en gros, le dernier mandat, ça a commencé un tout petit peu avant le mandat précédent du Parlement européen, mais en gros le dernier mandat du Parlement européen, un énorme mouvement de régulation qu'on a appelé le Green Deal, qui touche tous les secteurs. Vous connaissez les grandes lois, notamment l'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035, etc. Enfin, sur plein de sujets, il y a effectivement des lois, des directives qui ont été passées. Mais dans la finance, et dans l'économie et dans la finance surtout, quand même, c'est un mouvement absolument considérable. C'est les grandes directives que vous connaissez, c'est CSRD notamment. Donc CSRD qui est donc la directive qui exige des entreprises un reporting maintenant multidimensionnel sur les facteurs économiques, mais aussi environnementaux et sociaux, et qui est un bouleversement absolument considérable. J'attends après ta question sur Draghi là-dessus. Et donc voilà, c'est ça. Et donc là, ça a quand même eu un impact énorme sur le monde financier et le monde économique européen. Je pense qu'il faut quand même voir ça. Et je pense malgré tout que c'est indispensable, parce que la volonté de changement de la part des entreprises, elle reste quand même relativement faible. Enfin, malgré tout, il y a quelques dirigeants d'entreprise qui essayent d'aller de l'avant, mais globalement, en moyenne, la volonté de changement reste relativement faible. Et pour la faire bouger, quand même, il n'y a rien de mieux qu'un mouvement réglementaire. Je pense que, je suis prêt à débattre et à avoir la preuve du contraire, mais ça ne veut pas dire que la réglementation doit tout faire, mais pour lancer le mouvement, pour vraiment pousser les entreprises au moins à prendre conscience des problématiques et avancer, je crois que la réglementation est essentielle. Donc voilà, la réglementation a été un élément clé en Europe. Maintenant, elle est questionnée, évidemment, parce que ça a évidemment aussi des aspects, des dégâts collatéraux. Avec beaucoup de surprise, je vais te poser la question du rapport Draghi, qui n'est pas attendu. Donc, certains d'entre vous ont probablement des articles sur le rapport Draghi, qui n'est pas un rapport sur la finance durable, qui est un rapport sur la position de compétitivité en Europe et la place de l'Europe dans l'économie mondiale, pour résumer. Et qui formule un certain nombre de recommandations, notamment de simplification, et à nouveau, qui ne sont pas spécifiques à la finance durable, mais qui peuvent la toucher. On voit qu'il y a on est sur un dispositif européen qui a avancé très très vite en réglementation. Objectivement, un jeu de réglementation en 3-4 ans qui a été extrêmement large. Et j'avais 2 questions là-dessus. C'est quel équilibre on doit trouver ? Et donc, dans quel sens on doit faire évoluer la réglementation ? Et il y a un autre sujet qui me paraît important, auquel tu as fait allusion, c'est que en tant qu'asset manager, on travaille surtout sur du capital secondaire. Qu'est-ce que je veux dire par du capital secondaire ? C'est que, en fait, on travaille sur qui investit dans du capital qui est déjà existant. À nouveau, les asset managers, une grande partie de leur activité, la majeure partie de leur activité, c'est acheter des titres qui sont déjà émis.
c'est évidemment de souscrire à des titres qui vont être émis, mais c'est acheter des titres qui sont déjà émis. Ce qui ne répond pas à la question du capital primaire, c'est comment on met du nouvel argent dans des sujets qui peuvent être sujets de transition, d'infrastructure, etc., qui ne sont qu'une partie des asset managers. Et donc, il y a un peu ces deux questions, c'est où faut-il aller explorer la question de la réglementation européenne? Et deuxième question, comment on fait pour apporter de l'argent frais dans l'investissement, qui est plutôt l'approche qu'ont eu les États-Unis d'ailleurs, avec l'IRA. Donc, le rapport Draghi, il dit plein de choses. En gros, il dit que l'Europe a un risque extrêmement fort de déclin. Si on ne remet pas en marche de façon extrêmement forte la machine d'investissement en Europe, aujourd'hui on sous-investit massivement. Alors, peut-être une première petite parenthèse sur le rapport Draghi, j'ai beaucoup aimé, il y a Timothée Paric, vous connaissez peut-être, c'est un économiste, vous l'avez reçu, économiste de la décroissance, qui a fait un post LinkedIn, premier post LinkedIn de commentaires du rapport Draghi qui est assez amusant. Il a compté le nombre de fois où le mot croissance était utilisé. Donc, dans la première page du rapport Draghi, histoire de bien poser les choses, le mot croissance est utilisé 15 fois. Et donc, effectivement, on a un rapport quand même qui est ancré dans cette idée, hein, dans cette volonté de croître, hein, que la croissance est à la fois le problème et la solution. Et de façon assez amusante, il fait le lien aussi entre la croissance et l'environnement et le climat, en disant, le rapport Draghi dit quoi? Il dit le sujet de la transition écologique et transition climatique est une opportunité de croissance extraordinaire. Il dit ça à un moment donné. Puis un petit peu plus loin, il dit pour réussir la transition écologique, il faut investir énormément. Et donc, en fait, en quelque sorte, il dit il faut utiliser les opportunités de la transition climatique pour générer de la croissance qui permettra de financer la transition climatique. Donc, on est un petit peu quand même dans un sujet un tout petit peu circulaire. Mais tout ça pour dire que, voilà, quand même, malgré tout, il y a de la vérité là-dedans. On est dans un monde de compétition extrêmement forte. La souveraineté européenne, la compétitivité européenne est clairement en danger par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par rapport à ce qui se passe en Chine, sur les questions de la transition écologique, sur la question de la technologie, de l'IA, etc. Donc, il faut réinvestir là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, y compris Thomas Piketty, qui a fait un commentaire extrêmement élogieux du rapport Draghi, quand même, c'est quand même pas banal, en disant, vous voyez, le rapport Draghi est en train de tordre le cou à l'austérité budgétaire, en disant qu'il faut réinvestir. Et il dit aussi que, justement, pour réinvestir et pour effectivement relancer la machine, on a quand même un problème, c'est qu'on régule trop en Europe, il y a trop de règles, il y a trop de normes, c'est trop compliqué, notamment sur le sujet de l'environnement, et que donc, il faut relâcher un petit peu tout ça pour redonner de liberté à l'investissement. Alors moi, ça m'interpelle quand même un tout petit peu, parce que notamment le focus sur l'environnement m'interpelle un peu. C'est vrai qu'on a beaucoup de règles et beaucoup de normes. Hein. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Je ne suis pas contre la simplification, y compris dans la finance. Vous savez, la directive SFDR sur la finance durable, elle est hyper compliquée. Si on peut la simplifier un peu, c'est pas une mauvaise chose. Mais ce focus sur c'est la faute de la réglementation environnementale, qui est un leitmotiv, un discours qu'on entend de plus en plus, qu'on a entendu au moment de la crise agricole, très clairement. Hein, la crise agricole française, c'est la faute des normes environnementales. La compétitivité européenne, c'est la faute des normes environnementales. C'est quand même un peu fort de café, quand même. Parce que la désindustrialisation de l'Europe, ça fait quand même 30 ans que ça dure. Et c'est pas les normes environnementales qui ont détruit l'industrie européenne. Ce qui a détruit l'industrie européenne, c'est l'hypercompétitivité, l'ultralibéralisme, la financiarisation à outrance, les délocalisations. C'est ça qui a détruit l'industrie. Et donc, en fait, les gens qui ont fabriqué ça, en fait, et y compris au niveau de la Commission européenne, avec les règles absolument quand même extrêmes sur les questions d'antitrust, de compétitivité, qui ont empêché la naissance de grands champions européens dans beaucoup d'industries. Ces règles extrêmement libérales ont détruit notre industrie. Et aujourd'hui, ces gens-là viennent nous dire
ah, c'est la faute de la CSRD qui n'a même pas encore été mise en application en Europe. Donc je dis, il y a peut-être quand même un peu de nuance à trouver là-dedans. Donc ok pour effectivement revoir sur la complexité, mais il faut quand même essayer d'être un peu clair là-dessus. Sur ta deuxième question sur les flux primaires, oui, c'est une question importante. Finalement, c'est à quoi servent les marchés financiers qui est aussi une question sous-jacente. Normalement, les marchés financiers, les marchés actions notamment, sont faits pour apporter du capital aux entreprises. C'est-à-dire que les entreprises vont en bourse pour aller chercher du capital pour développer leurs projets. Mais en fait, ce qui se passe depuis maintenant très longtemps, c'est que le flux net dans les marchés d'actions, il est négatif depuis maintenant assez longtemps, et notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que, en gros, vous avez dans un marché d'actions, vous avez des actions qui ont été émises par les entreprises, et donc vous avez des flux positifs et des flux négatifs. Les flux positifs, c'est quand une entreprise émet de nouvelles actions. Elle fait une augmentation de capital. Elle a un projet super intéressant, elle veut créer une nouvelle usine, fait une augmentation de capital, elle attire du capital et elle l'investit. Ou pour acheter une autre boîte, etc. Donc ça, c'est les flux positifs. Ou des entreprises qui sont non cotées et qui vont en bourse pour se faire coter et qui donc deviennent publiques et veulent attirer du capital. Ça, c'est les flux qui amènent de l'argent vers les entreprises. Puis vous avez des flux négatifs. Le flux négatif, c'est le plus basique, c'est le paiement de dividendes. Donc à chaque fois que les entreprises payent des dividendes, elles sortent de l'argent et elles redonnent de l'argent aux actionnaires. Et donc il y a moins d'argent dans le marché boursier. Ça fait baisser la valeur des actions. Et puis le deuxième outil qui est utilisé de plus en plus par les entreprises, ce sont les rachats d'actions. Ils ont beaucoup fait couler d'encre. Et d'ailleurs, il y a un projet là justement dans le projet de loi de finances, si jamais il arrive à être voté, il y a justement une des idées, c'est de taxer les rachats d'actions. Vous avez des entreprises qui rachètent leurs propres actions et qui annulent ces actions. Ça veut dire qu'elles ont de l'argent, elles savent pas quoi en faire, et la façon qu'elles pensent la plus intéressante d'utiliser leur argent, leur cash, c'est de racheter leurs propres actions, donc de redonner de l'argent aux actionnaires. Donc on est dans un flux négatif, il y a de l'argent qui sort des marchés boursiers. Eh bien, les flux négatifs sont supérieurs aux flux positifs depuis un certain nombre d'années. Donc vous avez effectivement un marché qui ne sert plus suffisamment, ou voire plus du tout, à apporter du financement à l'économie. Et alors, ça explique aussi, sans doute, pourquoi on a un mouvement extrêmement important des marchés boursiers vers ce qu'on appelle le private equity, puisque les grands investisseurs qui, eux, apportent de l'argent aujourd'hui à l'économie, c'est plutôt les investisseurs dans les entreprises non cotées. Donc là, vous voyez, c'est toute le fameuse explosion des licornes, etc. Et donc là, voilà, c'est ça aujourd'hui un petit peu, c'est quels sont les bons outils pour faire ça. Et effectivement, l'Europe est aujourd'hui mal placée sur ces questions-là. Pourquoi mal placée? C'est toute la question de la réflexion sur ce qu'on appelle la CMU, la Capital Market Union. C'est de dire que en Europe, on a un système de financement qui est très dominé par les banques. C'est-à-dire qu'une entreprise aujourd'hui, quand elle veut se financer, la plupart du temps, elle va demander à sa banque un prêt. C'est à peu près, je peux dire deux tiers, hein, voilà, deux tiers du financement qui est bancaire, et un tiers où les entreprises vont chercher directement l'argent sur les marchés en émettant des actions ou des obligations. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Le financement bancaire, c'est un tiers, et c'est deux tiers qui vient des marchés. Donc beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de facilité d'accès au marché du capital, et puis un écosystème de financement du private equity, donc du financement des entreprises non cotées, qui est sans commune mesure et qui explique que beaucoup d'entreprises européennes arrivées à un stade de développement, eh bien, se font racheter par des fonds américains parce qu'on n'a pas suffisamment des gros fonds en Europe pour faire ça. Donc il y a toute cette réflexion effectivement dans le rapport Draghi, mais depuis déjà un certain temps, sur Capital Market Union, pour faire de l'Europe un marché de financement qui apporte plus d'argent aux entreprises directement. Mais, et c'est là qui est intéressant, et c'était un peu d'ailleurs une des sources de la création du High Level Expert Group, donc du groupe d'experts sur la finance durable en 2017 de la Commission européenne, c'est de dire, OK, très bien, on veut développer on veut développer les marchés de capitaux en Europe, c'est très bien, mais pas pour faire n'importe quoi. Il faut quand même essayer de le flécher, cet argent, et de faire en sorte que ce capital effectivement qu'on développe aille plutôt
vers des projets, des entreprises vertes, plutôt que vers des entreprises brunes. Et donc, ça a été, je pense, un des éléments clés de réflexion en se disant, on veut développer la CMU et en même temps, on veut une réglementation sur la finance durable en Europe. Je vois l'heure qui avance et j'imagine que vous aurez des questions. Peut-être un point dont on a peu parlé encore, parce qu'on a beaucoup parlé du climat, c'est le sujet de la biodiversité. On a la COP16 en Colombie qui arrive dans un mois et demi. Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet-là? Pourquoi il est important? Avec quelle rapidité il fait son entrée dans le sujet de la finance et comment on doit le penser? En fait, on n'a pas abordé la thématique titre de la conférence, qui sont les limites planétaires, en fait. Parce qu'on parle effectivement du climat, mais le climat, c'est une des limites planétaires, qui est là, on a largement dépassé la limite effectivement souhaitable. Mais il y a effectivement cette description des limites planétaires qui sont donc de 9 limites planétaires, dont le cycle de l'eau douce, le cycle de l'azote, le climat, donc la biodiversité, la couche d'ozone, enfin voilà. Donc vous avez ces 9 limites planétaires. Sur ces 9 limites planétaires, aujourd'hui, 6 sont overshoot, sont au-delà de ce qui est acceptable, c'est-à-dire 6 mettent en danger l'avenir de la vie en fait sur Terre, pour dire les choses de façon extrêmement simple. Et donc du coup, voilà, la question est beaucoup plus globale que la question du climat. C'est comment notre activité économique, on arrive à la refaire rentrer à l'intérieur des limites planétaires. Vous connaissez cette théorie qui je trouvais très parlante et exprime bien ce qu'on cherche à faire, qui est la théorie du donut, qui est de dire, vous avez 2 grandes enveloppes en quelque sorte. Vous voyez un donut, un gros beignet. Donc vous avez une enveloppe externe qui sont les limites de la planète. Donc ce qu'il ne faut pas dépasser, parce que sinon on met en danger effectivement la vie sur la planète. Et puis vous avez un cercle interne quand même qui est important aussi, qui sont les besoins sociaux minimums à satisfaire pour que les populations humaines vivent correctement. Donc des besoins en termes d'éducation, de santé, d'alimentation. Et donc en fait, la zone acceptable à l'intérieur de laquelle l'économie devrait se développer, c'est entre ces 2 limites, c'est-à-dire suffisamment pour répondre à l'ensemble des besoins de la société et pas trop pour ne pas dépasser l'enveloppe externe. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, on fait exactement le contraire de ça, c'est-à-dire que non seulement on ne répond pas à une grande partie des besoins sociaux et sociétaux, en tout cas pour une bonne partie de l'humanité. Vous avez encore 600 millions d'Africains, 600 millions d'Indiens qui n'ont pas accès à l'électricité, par exemple. Enfin, je ne parle pas des autres problèmes de famine, de guerre, etc. Et donc, on n'arrive pas à répondre vraiment encore complètement à ces besoins et on dépasse très largement, effectivement, les objectifs. Donc, la biodiversité, ça s'inscrit dans ce cadre-là parce que c'est la vie, en fait, sur Terre, la biodiversité. C'est au-delà des humains, c'est le reste de la vie. Et c'est un écosystème, on le sait, puisque la vie humaine, elle est intégrée à l'intérieur de cet écosystème global qui s'appelle la vie sur cette petite croûte terrestre qui est la biosphère. Et aujourd'hui, cette biodiversité est en danger de façon assez massive, on le sait. On est probablement dans une des plus graves en tout cas des plus rapides extinctions de masse d'espèces. Et donc ça, aujourd'hui, c'est quasiment encore moins sous contrôle, en tout cas plus avancé, plus grave et moins sous contrôle encore que la situation du climat. Sachant que le climat est un des éléments qui a une conséquence forte sur la biodiversité. La biodiversité, elle est en risque à cause de plusieurs éléments. L'un, c'est l'utilisation des sols, l'utilisation des terres,
donc avec une dégradation extrêmement forte des terres, la déforestation, l'artificialisation des terres. Il y a ensuite des éléments aussi comme les espèces invasives, par exemple, qui ont un impact fort sur la biodiversité. Et puis le climat a aussi un impact fort sur la biodiversité. Donc, vous avez ces éléments qui sont très interconnectés. Et alors, pour faire le lien quand même avec la finance, bon, ça, effectivement, c'est un constat, je pense, qu'on partage. Et il y a des avancées intéressantes, parce que ce qui s'est passé quand même sur le climat, c'est la COP 21 en 2015, l'accord de Paris, et donc un cadre général qu'on peut critiquer, qui évidemment n'atteint pas les objectifs qu'il s'est fixés, etc., mais qui, pour le monde économique, est un élément absolument fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution du monde économique, il n'y a pas d'évolution de la finance s'il n'y a pas un accord cadre international. Si on ne sait pas, à un moment donné, que quand même, il y a un socle qui a été mis en place par les États et il y a une volonté des États de faire quelque chose, même s'ils n'y arrivent pas. Ça déclenche quand même des comportements du monde économique. Et donc, sur la biodiversité, on a eu le pendant de ça, qui est l'accord de Kunming-Montréal, il y a 2 ans à Montréal. C'était la COP, donc c'est la Chine qui était censée organiser ça, mais ça a eu lieu à Montréal à cause du Covid. Donc, cette COP de Kunming-Montréal donc il y a eu cet accord sur le Global Biodiversity Framework, donc un cadre général de protection de la biodiversité. Et donc à partir de là, vous avez effectivement le monde économique et le monde de la finance qui peuvent enclencher leur mouvement et qui donc peuvent commencer à prendre définir des mesures, du reporting et des stratégies pour essayer de répondre à ça. C'est très embryonnaire. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus compliqué que le climat. Le climat, ça se mesure avec des tonnes d'équivalent carbone. La biodiversité, ça se mesure avec une multitude de facteurs. Donc on essaye d'avoir des mesures synthétiques, mais elles sont extrêmement compliquées à utiliser. Et sinon, il faut avoir plusieurs mesures. Alors on est aidé quand même par de plus en plus la technologie. Je pense les images satellites, par exemple, les analyses acoustiques, l'intelligence artificielle qui nous permettent de capter en fait cette évolution de la biodiversité. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de mal à traduire ça en stratégie d'investissement, en stratégie financière. Énormément de mal. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés, notamment pour faire de la compensation, une espèce de compensation biodiversité ou de contribution des entreprises pour essayer de restaurer des écosystèmes. Nous, chez Mirova, on gère un fonds de restauration des écosystèmes et des terres dégradées depuis maintenant 7 ou 8 ans. Donc, on a des exemples sur comment est-ce qu'on peut faire. On commence à savoir faire de la forestation, de la reforestation, de la conservation, de l'agroécologie, de l'agroforesterie. Mais le passage à l'échelle de ça, et puis surtout la réduction des risques et des impacts, est évidemment encore très, très, très embryonnaire. Merci beaucoup Philippe. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de passer la parole à la salle. Il nous reste une belle demi-heure devant nous. Si ça vous va, du coup je vais passer derrière vous parce qu'on n'a qu'un micro. Voilà. Qui veut se lancer ? Merci beaucoup. Vous avez dit que le monde économique avait besoin de socles et que la COP 21 était un des socles. C'était quoi les résultats ? Enfin, je veux dire, vous pouvez nous donner des bonnes nouvelles là-dessus ou pas ? Je pense que, par exemple, j'ai cité ce qui s'est passé au niveau de la réglementation européenne. Je pense qu'il n'y a pas de réglementation européenne sur la finance durable s'il n'y a pas la COP 21. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la décision de lancer la réflexion en 2017 au niveau de la Commission européenne sur il faut faire un cadre général sur la réglementation finance durable en Europe, c'est pris en 2017 parce qu'il y a eu l'accord de Paris en 2015. Et voilà, après, on pourrait citer d'autres exemples. Le développement du marché de crédit carbone, il est aussi controversé que soit-il. On peut y passer du temps après si vous voulez, mais ce sont des choses qui n'existent pas s'il n'y a pas un accord cadre. Donc c'est encore une fois l'accord politique, il n'est pas, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a pas de sanctions. Donc l'accord politique, il n'a pas de conséquences immédiates directes.
Mais le monde des entreprises, ce qui s'est passé encore une fois sur le net zéro, les net zéro alliances, sur les travaux de SBTI par exemple, qui essayent de mesurer les trajectoires carbone des entreprises, tout ça, ça n'existe pas sans un accord initial. J'en suis vraiment convaincu, parce que le monde économique a besoin d'un signal, d'un message. Je vais pas dans la mauvaise direction. Sinon, c'est trop dangereux. Je veux dire, déjà, il prend des risques, le monde économique. Mais si il se dit pas, à minima, ok, quand même, malgré tout, je pense que la direction, elle va vers là, c'est extrêmement compliqué. Ça fait, oui, mais ça fait 9 ans. Mais enfin, je veux dire, si vous voulez me faire dire qu'on va dans le mur, enfin, je veux dire, j'ai pas de problème. Hein, enfin, moi, je suis pas un grand optimiste. Hein, je lisais aussi le bouquin qu'on a écrit avec Dominique Bourg. Alors lui, évidemment, si vous voulez écouter 10 minutes le suicide est proche. Donc j'ai essayé de tempérer un tout petit peu quand même son état dépressif. Mais non, je suis évidemment pas optimiste du tout. Mais en même temps, voilà, je dis juste simplement que dans l'ordre des choses, je ne crois pas à la génération spontanée de changements majeurs de la part du monde économique sans un cadre qui soit fixé par le monde politique. Voilà, c'est ma vision. Après, ça c'est discutable. Bonjour, je ne vais pas trahir de secret. Je crois que vous êtes assez proche des chercheurs français qui travaillent sur la comptabilité écologique comme Alexandre Rambaud et qui placent qui placent la France à la pointe mondiale de ces sujets. Ils ont aussi inspiré la série Parlement pour les gens qui nous ont suivis, parce qu'on a reçu Alexandre il n'y a pas très longtemps, dans laquelle on apprend que pour changer le système, il faut changer la comptabilité, intégrer les nouvelles redevabilités, comment rendre à la nature et aux hommes ce qu'on leur doit, etc. Quel lien faites-vous entre la finance durable et la comptabilité écologique? Il y a un lien évident. Hein. Enfin, je veux dire, il faut. Dans mon intervention il y a 2-3 jours dans une conférence à Oulgad, je disais il faut réapprendre. On pense que les financiers savent compter, mais en fait, les financiers ne savent pas compter. Enfin, en tout cas, il faut leur réapprendre à compter. Ils comptent mal. Bon. C'est-à-dire que on a inventé la comptabilité. La comptabilité, ça n'existe pas depuis la nuit des temps. Hein. C'est une fabrication humaine, c'est un concept, c'est un cadre qui a été inventé au moment de la révolution industrielle, il y a 150 ans de siècle. Et donc, et progressivement, on a construit cette méthode et on a réussi à faire quelque chose d'extrêmement efficace. C'est résumer quelque chose de très complexe qui est une entreprise. L'entreprise, c'est hyper complexe. C'est une idée, un projet, une technologie, des hommes, des interactions, tout un tas de choses. Et on a résumé tout ça en 2 colonnes, plus, moins, et la différence, le solde à la fin. Et ça a été une invention géniale, quand même, faut bien dire, parce que cette simplification a permis le développement de l'investissement, de la finance, de la banque, de tout ça, et donc du coup de financer cette croissance et ce développement. Parce que l'outil est tellement simple qu'effectivement, il a pu générer en fait tout cet écosystème qui est venu derrière. Et donc maintenant, simplement, on se rend compte que cette simplification à outrance nous a fait oublier des choses absolument évidentes, comme par exemple la nature, puisque dans une comptabilité, la nature n'existe pas. Et donc, si vous décidez de créer une entreprise aujourd'hui, de raser un morceau de forêt tropicale, et ben, une fois que vous aurez de faire ce que vous voulez à l'intérieur, une fois que vous aurez fait cette opération-là, vous pouvez avoir un bilan positif et un revenu, un résultat positif. Il n'y a rien qui empêche ça aujourd'hui, et la comptabilité n'empêche pas ça. Donc, il faut revoir ça. Alors après, il y a différentes voies pour revoir ça. Il y a des voies extrêmement ambitieuses, comme celle que développe Alexandre Rambaud avec le modèle CARE et quelques autres, qui consistent à dire réinventons complètement une nouvelle façon de compter et donc une nouvelle comptabilité de l'entreprise. C'est hyper ambitieux parce qu'encore une fois, il a fallu 150 ans pour stabiliser les modèles comptables
dont les dernières évolutions type comptabilité IFRS datent d'il y a 20 ans, quoi, hein, dernières grandes évolutions. Et donc, on a mis beaucoup de temps à cristalliser ça. Imaginez qu'on va avoir un accord international pour essayer de basculer vers une nouvelle forme de comptabilité. Ça serait merveilleux, mais c'est très hypothétique. Je pense qu'il faut garder ça en ligne de mire, mais qu'il y a des étapes préalables sans doute à franchir. Et je pense que CSRD, par exemple, est une étape préalable importante. C'est-à-dire de demander aux entreprises non pas de fabriquer un modèle comptable complexe nouveau qui remplace l'ancien modèle comptable, mais d'ajouter à leur modèle comptable existant une batterie d'indicateurs qui montrent effectivement que l'entreprise, c'est pas aussi simple qu'une colonne plus et une colonne moins. Et donc, pour évidemment les investisseurs, c'est extrêmement clé parce que ce sont des données qui vont être utiles pour prendre des décisions éclairées. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution dont on entend parler sur l'article 8, l'article 9? C'est-à-dire que le cadre, il est posé, puis en fait, au moment où on commence à peu près à se l'approprier, en fait, il évolue. Et deuxième question, qu'est-ce que vous pensez des labels? Est-ce que ça crée un flou ou est-ce que, au contraire, ça aide au cadre? Alors, je ne sais pas si tout le monde maîtrise les questions article 8, article 9. Peut-être j'en fais un résumé très rapide quand même pour ceux qui ne connaissent pas. La Commission européenne a donc mis en place une directive qui s'appelle la directive SFDR, donc il y a 2-3 ans, qui consiste dont l'objectif initial était de dire il faut que ceux qui prennent le plus d'engagement, on leur demande le plus de reporting. Plus vous prenez un engagement sur la durabilité de votre fonds, plus on va vous demander de le prouver. Et donc, ils ont défini 3 catégories. Dans la directive, c'est l'article 6, l'article 8 et l'article 9. Ne me demandez pas ce qui est devenu l'article 7, j'en sais rien. Et donc, en gros, article 6, c'est « je fais rien », donc on ne me demande pas grand-chose en termes de reporting. Article 8, c'est « j'en fais un petit peu, je considère que l'environnement et le social, c'est important, je le prends en compte, et donc on me demande de le démontrer, de faire plus de reporting ». Puis article 9, c'est je considère que par mon action, par mes investissements, je vais avoir un impact positif sur l'environnement et le social. Et donc là, on va me demander encore plus, effectivement, de preuves et de reporting. C'était ça l'idée initiale. Ça s'est transformé assez vite en une espèce de pseudo-label. Le marché s'est accaparé ça, et on a considéré très vite que il y avait 3 catégories de fonds, les 6, 8, 9, et donc tous les distributeurs, tous les gens ont commencé à demander aux gérants, vous, votre fonds, il est quoi? Il est 6, il est 8, il est 9, etc. Voilà. Donc, par exemple, nous, chez Mirova, on a décidé que 100% de nos fonds étaient article 9, ce qui est hyper ambitieux, hyper exigeant. Sauf que le problème de ce truc-là, c'est que c'était pas fait pour être en label, donc ça a été beaucoup critiqué, parce que les gens ont dit mais bon, c'est de l'autodéclaration, donc est-ce que c'est vraiment crédible? Et puis par ailleurs, l'article 9 est tellement exigeant que il y a que des malades mentaux comme Mirova pour se dire on va mettre 100% de nos fonds là-dedans. En fait, ça représente aujourd'hui que 3% du marché. C'est donc une toute petite partie du marché. Et donc, de fait, cette petite partie du marché, elle se développe pas aujourd'hui. C'est trop petit pour en faire un développement typiquement, vous voyez, vous êtes un distributeur et on vous dit ce produit, ce soda, il représente 3% du marché, vous n'allez pas le mettre en tête de gondole, enfin vous allez pas trop vous en occuper. Pour vraiment faire basculer un marché, il faut identifier les mieux-disants, mais les mieux-disants, il faut que ça représente 10-15% pour que ça fasse basculer. Donc c'est trop petit. Et donc la Commission européenne est en train de nous dire, à cause de tout ça, c'est trop petit, c'est très controversé, je vais revenir sur tout ça. Et donc, il y a eu une consultation qui a été lancée l'année dernière, et très probablement 2025 ou 2026, il y aura une refonte de cette directive et probablement un changement de ces règles. Ce qui est très agaçant, parce que pour des boîtes qui se sont engagées là-dedans et qui ont dit « Ok, je me lance à 100% dans l'article 9 », si on leur dit on va changer les règles du jeu, c'est pas très bien, quoi, hein, c'est un peu problématique. Voilà, donc quand même ça c'est pas génial. Sur les labels, rapidement, moi je crois que c'est très bien les labels, c'est très important pour le grand public, parce que le grand public il va pas regarder, enfin, on peut pas lui demander de regarder la composition de tous les fonds d'investissement, la composition de tous les contrats d'assurance vie, etc. Il faut l'aider. Enfin, je veux dire,
dans tous les domaines, dans toutes les industries, on aide les consommateurs avec des labels. C'est documenté, on sait que ça structure un marché. En finance durable, il y a eu des tentatives, il y a un certain nombre de labels. Ils sont pas très bons. Voilà. En tout cas, aucun n'a réussi aujourd'hui à devenir le label bio de la finance ou le Max Havelaar de la finance. On a un label ISR en France qui est pas très bon. Enfin, il s'est amélioré un peu, mais enfin, c'est pas génial. On a un label en Belgique qui est plus exigeant, mais bon, qui est pas européen. Il n'y a pas de label européen. Il y a eu une tentative de faire un écolabel européen qui a été avortée. Donc, c'est encore quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Bonsoir. J'avais justement une question sur le pauvre grand public, parce que je me mets à sa place et quelque part j'en fais partie, comme tout le monde. J'ai des assurances vie, des trucs comme ça. Simplement, je suis peut-être plus éduquée ou plus curieuse que la plupart des gens qui font confiance à leur banque. Donc moi, mes banquiers ne m'aiment pas beaucoup. Parce que j'ai tendance à critiquer ce qu'ils me proposent. Et ils me disent « Ah, vous êtes écolo, donc voilà, vous avez des fonds, machin chose, c'est formidable, ils sont ISR, etc. » Et si vous allez sur Boursorama et que vous mettez le nom du fonds, vous voyez immédiatement les 10 premières lignes qui généralement sont toujours les mêmes, Sanofi, L'Oréal, machin, etc. Donc pas particulièrement développement durable. Et en plus de ça, pour le grand public, vous avez un choix absolument colossal entre des centaines de milliers de fonds différents qui sont à peu près tous les mêmes. Donc la BNP, Société Générale, Mirova peut-être, sûrement pas, mais vous, en fait, j'imagine que vous groupez plus. Mais vous avez énormément de banques qui proposent une offre pléthorique où il y a en gros toujours à peu près la même chose dedans. Et où il y a des gens, des cerveaux humains qui ont travaillé sur ça. Il y a des rapports comme ça qui parfois sont imprimés, même s'ils ne sont pas imprimés, ça fait des mails à n'en plus finir et ça fait de la consommation de data. Donc il me semble qu'il y a quand même une espèce de bureaucratie colossale dans tous ces fonds. Alors comment faire pour simplifier? Je vois aussi un peu la même bureaucratie dans ce qu'on impose aux sociétés en termes de CSRD, etc. C'est génial la CSRD, mais il y a quand même énormément de travail humain, de petites mains ou de cerveaux qui sont occupés à faire uniquement ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser mieux en simplifiant ça? Eh ben, c'est en fait comment faire qu'il y ait moins de labels machin chose, moins d'offres de fonds diverses et que les cerveaux humains se concentrent sur les vrais sujets. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'offres financières. C'est pas facile pour le grand public. Encore une fois, c'est pour ça que les labels, ça serait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pratique de pouvoir identifier facilement quels sont les produits qui correspondent à ce qu'on cherche. Peut-être 2 éléments de réponse. Le premier, c'est qu'il y a une évolution réglementaire qui, malheureusement, n'a pas encore atteint, moi, je trouve, son objectif, qui est la réglementation sur la façon dont les conseillers financiers doivent présenter leurs produits, des produits financiers à leurs clients. Depuis assez longtemps, depuis maintenant une quinzaine d'années, je pense, 15-20 ans, il y a une obligation pour les conseillers financiers de poser un certain nombre de questions aux clients sur leur appétence au risque, notamment. Évaluer le niveau de risque que les clients peuvent supporter. C'est-à-dire, est-ce que vous investissez, est-ce que vous voulez récupérer votre argent dans 2 ans, 5 ans, 10 ans est-ce que vous êtes prêt à investir en actions et avoir votre capital qui baisse, ou est-ce que vous voulez plutôt quelque chose de complètement garanti qui baisse jamais? Voilà. Donc, ces questions-là, elles sont obligatoires et les conseillers financiers les posent et elles sont même très formalisées dans les systèmes informatiques des banques. Donc tout ça, c'est vraiment ancré dans le fonctionnement des conseillers financiers et conseillers bancaires. Il y a une évolution de la réglementation il y a 2 ans qui dit maintenant, en plus de ça, vous êtes obligé de poser des questions à vos clients sur leurs préférences environnementales et sociales. Autrement dit, dans quoi voulez-vous que votre argent soit investi, ou dans quoi ne voulez-vous pas que votre argent soit investi? Cette réglementation, elle a du mal à se mettre en place parce que les questions type, la standardisation de ces questions n'est pas encore
je dirais, suffisamment bien avancé. Chacun a fait ses questions, chaque banque a fait son petit questionnaire. Mais on avance dans cette direction-là. Et je pense que ça, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'au bout du bout, l'essentiel, c'est quand même d'avoir une discussion avec son client et d'essayer de comprendre ce qu'il veut faire, quoi. C'est la seule façon de pouvoir ensuite y répondre. Donc ça, c'est peut-être le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est, et pour revenir aussi un peu à une des questions de David tout à l'heure sur l'investissement primaire et le private equity, il y a des produits financiers qui sont très peu accessibles par le grand public aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on propose au grand public sont effectivement des produits très bateaux, très standards, qui en gros investissent dans le CAC 40 ou dans les grandes entreprises mondiales. Et c'est vrai que beaucoup de ces produits se ressemblent. En revanche, les produits de private equity qui investissent directement dans les entreprises non cotées sont très peu accessibles au grand public, pour une bonne raison initialement, qui est que c'est des produits plus risqués. Et donc, les réglementations de l'AMF, les réglementations de l'Union européenne ont beaucoup restreint la distribution de ces produits. Moi, je pense que on est aujourd'hui dans une phase de ce qu'on appelle de démocratisation de ces produits d'investissement de private equity. Je crois que c'est une bonne chose parce que ça va donner un accès à des investissements qui sont plus directement impactants et plus directement liés à la transition. Du coup, j'ai peut-être deux questions en une pour revenir sur le thème des limites planétaires. C'est que, en fait, dans le contexte de cette polarisation aux US, donc ce greenwashing dont on parle tant, je me demande, est-ce que vous pensez que la finance peut-elle vraiment respecter les limites planétaires sans l'engagement, en fait, du marché le plus important, finalement, du marché financier le plus gros? Et d'après vous, est-ce que ce greenwashing et cette polarisation a un impact réel sur l'engagement des investisseurs? Est-ce que les investisseurs américains, notamment, ont repositionné finalement leurs intérêts et puis leur sens des priorités environnementales, notamment? Merci. Non, mais enfin, je sais pas trop comment répondre parce que la finance peut pas aujourd'hui s'inscrire dans les limites planétaires. Enfin, je veux dire, soyons clairs. Enfin, la finance l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc moi, je pense que ce qu'on peut demander à la finance aujourd'hui, c'est d'être un pas en avant par rapport à la situation de l'économie. On peut pas, enfin, on peut pas avoir, enfin, si vous voyez, le monde aujourd'hui tel qu'il est, il va vers un monde à plus 4 degrés. Donc, quand vous prenez un portefeuille d'actions mondial, basiquement, il est à plus 4 degrés. Alors, vous pouvez en fabriquer un qui est compatible avec 1,5 degré ou 2 degrés, mais vous ne pouvez pas y investir tout l'argent de la planète, parce que par définition, si vous investissez tout l'argent de la planète, vous allez retomber sur l'économie telle qu'elle est, c'est-à-dire 4 degrés. Donc, il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas la finance comme ça du jour au lendemain qui va transformer le monde à plus 4 en un monde à plus 2. En revanche, je pense qu'on peut demander à la finance de ne pas accepter la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire de se dire, moi, je veux qu'on se dirige vers autre chose. Et donc, ça passe effectivement par donner un coût au capital plus important, plus élevé aux entreprises qui polluent, donner un capital plus important aux entreprises carbonées et faire de l'engagement aussi auprès de ces entreprises. Et c'est un processus effectivement extrêmement long. Et effectivement, on aurait besoin des gros acteurs pour faire ça. Mais à la limite, vous voyez que plus ils sont gros, plus ils sont impuissants, en fait, d'une certaine façon. C'est ça le paradoxe. Plus un investisseur est gros, plus il est impuissant. Parce que plus c'est difficile pour lui de faire des choix. Et donc, lui, effectivement, il peut être puissant en termes d'engagement. Mais aujourd'hui, malheureusement, effectivement, c'est trop peu utilisé. Non, bonsoir. Moi, j'avais une question relative On a parlé de la réception de la finance durable dans les milieux économiques, rapport Draghi, etc. Mais plutôt vis-à-vis des gens qui se veulent les défenseurs de la planète. Moi, j'ai le sentiment, pour en connaître beaucoup, que le terme finance durable est absolument inaudible. Il y a eu quelques reportages qui ont parlé des fonds article 9 comme des fonds super verts. En fait, on a décortiqué, il y avait une ligne Total Énergie, voire même j'ai entendu des gens
critiqué le fait que des fonds durables investissent dans LVMH. Et du coup, comment, vis-à-vis de ces gens qui pourraient la soutenir, la finance durable pourrait se rendre audible? Ben, merci pour la conférence. Et moi, j'avais une question concernant plus la stratégie qui pourrait être mise en place par, enfin, je sais pas, par Mirova, etc., pour essayer de faire en sorte que votre stratégie, votre expertise, etc., se diffuse plus largement dans le groupe Natixis et dans BPCE. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez des éléments, des prémices de ça, ou est-ce que c'est vraiment complètement à construire? Il y a des stratégies qui vont dans ce sens et lesquelles il faudrait mettre en place pour que ça puisse marcher le plus possible et créer une forme de ruissellement par le haut. Sur l'image de la finance durable, je vois bien. Encore une fois, on est dans une situation assez inconfortable quand on dit qu'on fait de la finance durable. Et encore une fois, il y a beaucoup de greenwashing, énormément, malheureusement. Mais quand on dit qu'on fait de la finance durable, on est aujourd'hui confronté à deux types de critiques complètement orthogonales, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les critiques dont je parlais tout à l'heure, qui sont les critiques des républicains américains, par exemple, qui vous disent que vous faites de la finance woke, c'est-à-dire que vous avez une démarche purement politique, que vous avez donc une arrière-pensée politique et que vous voulez détruire le capitalisme. Et puis vous avez la critique complètement opposée, qui est celle de Julien Le Fournier ou de Lucie Pinson ou de quelques autres ONG de ce type-là, qui vous dit la finance durable est une illusion totale parce que la finance, par définition, de toute façon, elle est mauvaise. En tout cas, les financiers sont tellement, comment dire, engagés dans l'économie carbonée que de toute façon, ils ne pourront pas s'en dégager. Notamment les banques, par exemple, elles sont bloquées là-dedans. Et donc, un financier ne sciera jamais la branche sur laquelle il est assis. Et donc, ça ne sert à rien. Il n'y aura jamais de finance durable. Donc on est confronté à ces deux critiques-là. Pour le dire différemment, par exemple, vous avez ceux qui disent d'un côté la finance durable sert à rien sur les marchés financiers, ça n'a aucun impact. Et puis d'un autre côté, vous avez des gens qui vous disent si Total aujourd'hui est moins valorisé en bourse qu'Exxon, c'est dû au fait que en Europe il y a trop d'écolos. Donc c'est évidemment complètement l'inverse, quoi. Donc la réalité, quand on est critiqué de telle façon, de façon aussi extrême des deux côtés, c'est que on doit probablement être dans la vérité un peu au milieu. Et cela étant dit, je pense qu'il faut quand même qu'on aborde cette question-là de façon très comment dire, en regardant la réalité en face. Moi, je pense qu'il faut sortir de la finance durable bisounours qui dit qu'elle va changer le monde. Je pense qu'il faut la présenter comme simplement une démarche de financier. Enfin, c'est le métier qu'on fait et qu'on essaye de faire bien. Voilà, il faut arrêter parce que ceux qui rêvent à une finance durable qui va changer le monde, évidemment, c'est très facile de la critiquer derrière parce qu'elle ne change pas le monde, ou en tout cas très progressivement et très lentement. Et donc, voilà, je crois qu'il faut s'attaquer notamment aux paradoxes, aux situations compliquées. On a fait le plus facile sur la finance durable ces 10 dernières années. On a dit il faut investir dans le green et dans l'énergie renouvelable. C'est facile ça. La situation devient plus compliquée quand on nous dit tiens, oui, vous avez investi dans les énergies renouvelables, c'est vachement bien, sauf que pour faire des énergies renouvelables, il faut extraire des métaux. Et donc, qu'est-ce que vous faites sur les minières? Ah ben non, les minières, c'est pas propre. Moi, je n'investis pas dans les minières. Ça, ce sont le type de paradoxe aujourd'hui auquel il faut qu'on se confronte. Et si la finance durable ne répond pas à ces questions-là, je pense qu'elle va dans le mur parce qu'elle va continuer à être critiquée de toutes parts. Cela étant dit, je pense que les critiques consistant à dire ça sert à rien ne servent à rien. C'est-à-dire que moi, je suis de plus en plus fatigué de l'indignation permanente. C'est-à-dire que je pense que l'indignation permanente malheureusement devient stérile, voilà, et même renforce, je pense, le mauvais côté. Donc je pense qu'il faut critiquer la finance durable,
mais pas la mettre dans une case et donc voilà, jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Sur la deuxième question, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le groupe Natixis ou BPCE dans son ensemble, c'est pas simple comme question. Parce que vous voyez que le point de départ à l'origine, je vous ai pas raconté en détail l'histoire, mais moi j'étais en 2007, quand je suis arrivé chez Natixis, j'étais le numéro 2 de Natixis Asset Management. D'accord ? Donc, on gérait 300 milliards d'euros. Et donc, quand j'ai commencé à réfléchir à ces questions de finances durables, mon premier réflexe, ma première idée, ça n'a pas été de créer une boîte qui gère 3 milliards. J'étais numéro 2 d'une boîte qui en gérait 300. Donc, j'ai essayé de convaincre mes copains, mes collègues du comité de direction de Natixis Asset Management d'utiliser la finance durable comme un élément fort de différenciation de Natixis Asset Management. Et je me suis fait bâcher très, très, très vite. Et donc, c'est ce rejet, cet échec de le faire aller à une échelle de 300 milliards qui nous a conduit à créer une boîte de 3 milliards. C'est donc un plan B, j'allais dire, en quelque sorte. Donc, on s'est dit, on va quand même créer une proof of concept, un POC en quelque sorte de la finance durable. Puis une fois qu'on l'aura prouvé, on va tirer le marché derrière nous avec ça. Bon, d'une certaine façon, ça marche, puisqu'on est passé de 3 à 30 et qu'il y a plein d'autres, puis que derrière, il y en a plein d'autres qui ont fait la même chose que nous et que donc, malgré tout, aujourd'hui, le marché de la finance durable, c'est quand même, ça existe, quoi. C'est quand même pas complètement nul. Maintenant, au niveau du groupe lui-même, c'est pas simple. Il y a des comportements très différents. Il y a des gens avec qui on travaille très bien à l'intérieur du groupe. Il y a notamment toute une partie au niveau de la banque, de la corporate investment, de la banque d'investissement corporate, qui s'appelle le Green Hub, avec qui on travaille beaucoup et qui a un peu le même type de démarche, mais pour le financement des entreprises. On a la compagnie d'assurance aussi, avec qui on a beaucoup travaillé pour définir leur trajectoire, leur stratégie climat. Donc il y a de l'émulation, il y a du travail. Est-ce que ça emporte complètement tout le groupe ? Non. Et aujourd'hui, les groupes bancaires, David pourrait parler de BNP. Moi, j'aime bien ce que fait BNP, par exemple. Je l'ai dit plusieurs fois, donc c'est pas un secret, mais je trouve qu'il y a une bonne démarche, en tout cas assez globale au niveau du groupe. Nous, on est dans un groupe mutualiste qui est très différent chez BPCE, et d'une certaine façon, les groupes mutualistes ont des avantages et des inconvénients dans ce domaine-là. Si vous regardez un peu le comportement de BPCE ou de Crédit Agricole ou de Crédit Mutuel, les mutualistes ont l'impression qu'ils sont par nature bons parce que ils sont liés à l'intérêt général puisqu'ils sont mutualistes et que donc ils appartiennent à personne. Et vous connaissez la pub du crédit, c'est Crédit Mutuel, où le fils dit à son père, voilà, qu'il n'y a pas d'actionnaire dans la banque, et ça c'est merveilleux, il n'y a pas d'actionnaire, donc on est bon. Et je pense que c'est très bien. Moi j'aime beaucoup le modèle mutualiste et coopératif, c'est formidable, ça a plein d'avantages. Mais ça empêche quand même quelquefois de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que quand on se pense d'emblée initialement bon, et bien peut-être on fait un peu moins d'efforts pour le devenir. Donc je pense que les mutualistes ont un peu de travail à faire. Ne racontez pas ça à mes patrons. Hein. Bonjour. Oui. Du coup, on parle beaucoup de la taxonomie verte. Et il me semble que la task force de l'Union européenne avait aussi bossé sur une taxonomie brune. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, enfin que ça va se faire ou jamais, enfin. Bonsoir. J'ai une question concernant l'ONU a défini 6 points de bascule, dont l'inassurabilité du monde. Comment intégrez-vous cette dimension-là, en fait, en termes d'impact pour la finance ? Ah oui. Alors moi, j'en avais une aussi.
Il me reste peut-être 5 ou 6 minutes. Enfin, moi, je voulais savoir les autres grandes banques du monde, comment elles se comportent. Les Bank of America, Citigroup, mais Barclays aussi, BBVA, Santander, et tutti quanti. Et éventuellement, si la Banque de Chine, qui est quand même un grand pourvoyeur, a une position sur ce genre de choses. C'est qui la dame au fond? Et moi, j'ai une dernière question sur. On a beaucoup parlé de durabilité, mais moins de la partie finance. Le TRI en fait de la finance durable, c'est quoi et avec en fait l'historique, parce que bon, au final, les banquiers cherchent à se faire de l'argent. donc c'est quoi le TRI et est-ce qu'il y a justement un argumentaire financier à ce qu'on mette de l'argent dans la finance durable? Merci. Voilà, alors ça c'est merveilleux parce que ça arrive. Si ça n'arrive pas, je pars frustré forcément de la conférence. Moi, j'appelle ça le point Godwin d'une conférence sur la finance durable. Alors, il y a un moment quand même, on va poser la question de la performance financière. Je reviens dessus. Rapidement, donc en 5 minutes, taxonomie, assurance, banque et performance financière. Taxonomie, pour ceux qui connaissent pas, donc la Commission européenne a décidé de créer une taxonomie, c'est-à-dire de définir qu'est-ce qui est vert. Ça a été très très critiqué parce que notamment le gouvernement français a fait une pression extrêmement forte pour que le nucléaire soit intégré dans cette taxonomie de ce qui est vert. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais c'était intéressant parce que c'est une grammaire commune. C'est essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'une entreprise de ciment verte, qu'un fournisseur d'électricité vert. Ben, il y a des critères, il y a des limites. Donc, si on se met d'accord à peu près sur ces définitions, sur l'objectif final, c'est bien. Donc, moi, je pense que c'était plutôt une bonne chose. Après, il ne faut pas non plus en attendre trop. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'investir encore une fois dans la taxonomie verte. Ça représente que quelques pourcents de l'économie aujourd'hui, ce qui est dans la taxonomie verte. C'était bien. Taxonomie brune, c'est de dire, est-ce qu'on peut définir l'inverse, ce qui est mal, ce qui est pas bien, ce qui est trop carboné, de façon à pouvoir notamment le pénaliser, soit ne pas investir dedans, soit pénaliser notamment par la réglementation bancaire, etc., leur donner des coûts en capitaux plus élevés. Donc c'est quelque chose que moi j'ai plutôt été défendu cette idée-là. Voilà. Donc pour l'instant, il y avait eu des premiers travaux de fait, mais je suis pas convaincu. Si votre question c'est de savoir si ça va évoluer rapidement dans les 5 années qui viennent. Là, vu effectivement la nouvelle commission, le nouveau Parlement, j'aurais tendance à dire qu'à mon avis, on va plutôt être sur pause. Voilà, il y avait même eu aussi un travail sur la taxonomie sociale qui est resté aussi lettre morte. Sur la question de l'assurance, c'est une question extrêmement vaste. Henri de Castres, qui était le patron d'AXA, en 2015, quelques semaines avant la COP21, on a fait une grande conférence à Paris qui a fait date, qui était le premier Climate Finance Day, et de Castres était venu parler. C'était le début de l'engagement d'AXA pour le climat, et il a dit effectivement cette phrase-là: un monde à 4 degrés n'est plus assurable. Et donc, on le voit aujourd'hui concrètement, effectivement, les sinistres sont en train d'augmenter. Et voilà. Et les compagnies d'assurance aujourd'hui répondent à ça de façon très partielle. C'est-à-dire que certaines compagnies d'assurance, par exemple, ont décidé d'arrêter d'assurer. Je pense à AXA, par exemple, quand ils ont racheté XL aux États-Unis, ils ont décidé d'arrêter d'assurer tout ce qui est sable bitumineux au Canada. Donc il y a un certain nombre d'exclusions qui commencent à arriver dans le domaine de l'assurance. Les assureurs sont aussi des gros investisseurs. Donc ils ont pris des décisions pour leur portefeuille d'investissement. Par exemple, vous voyez qu'un assureur santé investissent une partie de ses réserves dans des entreprises qui font du tabac, c'est une aberration absolue, même d'un point de vue purement rationnel et économique. C'est-à-dire qu'ils investissent dans une boîte qui va augmenter les sinistres qu'ils vont avoir à rembourser. Donc il y a eu des premières évolutions dans ce sens-là. Je discutais avec un assureur il y a quelques jours, il me disait il y a des angles morts là-dessus qui sont sur le mesure des sinistres.
Parce qu'un assureur, une de ses activités principales, c'est de verser de l'argent pour rénover, réparer, rembourser, renouveler. Et alors, il y a quelques premières initiatives du type, vous voyez, Maïf qui commence à basculer sur son assurance automobile en disant je vous rembourse à condition que vous utilisiez des pièces d'occasion et pas des pièces neuves. Évidemment, ça a un impact carbone beaucoup plus faible. Mais de façon générale, la mesure de l'impact carbone du remboursement des sinistres est quelque chose qui est très très mal fait aujourd'hui par les assureurs, alors que c'est un impact extrêmement fort. Ce sont des milliards qui sont déversés dans l'économie par les assureurs. Donc il y a des angles morts comme ça. Bon, je pense qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Vraiment, le sujet de l'assurance est un sujet extrêmement vaste. Sur les banques et ce que font les autres banques, bon, vous avez je vous renvoie à plein d'analyses qui sont faites par des ONG, qui comparent les banques sur leurs activités, notamment est-ce qu'elles continuent à financer des fossiles, mais aussi est-ce qu'elles développent le financement des renouvelables, par exemple. Et donc, quel est le ratio entre comment est-ce que la bascule s'opère à l'intérieur des banques là-dessus. Donc, il y a eu pas mal d'analyses. Reclaim Finance, par exemple, fait des analyses sur ce sujet-là. Il y en a d'autres. Donc voilà, évidemment, les banques européennes sont quand même, malgré tout, mieux disantes que les banques américaines. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est aussi parce que l'économie européenne est mieux disante. Mais bon, voilà, c'est une évidence. Alors, et les banques françaises encore plus, parce que il se trouve qu'en France, on a un bilan carbone, enfin, avec le nucléaire, etc., on a un bilan carboné qui est quand même plus positif. Donc voilà. Sur la Chine, très très vaste question. La Chine est plutôt, si vous regardez ce qu'a fait la Chine en termes de réglementation ces 5-10 dernières années, la Chine est très en avance sur la finance durable. En théorie, si vous voulez, le marché des obligations vertes, par exemple, il a décollé très fortement en Chine, et la Chine a été un des premiers à faire. Par exemple, si on parlait de la taxonomie avant, les Chinois ont fait une taxonomie verte avant que que l'Union européenne fasse une taxonomie verte. Donc il y a, sur cet aspect réglementation et développement de la finance verte, il se passe des choses en Chine. Après, la Chine a d'autres sujets, d'autres soucis. De gouvernance notamment, qui sont évidemment, quand on parle ESG, si vous voulez, le G en Chine, c'est quand même pas génial. Donc nous, on n'investit pas dans les actions chinoises, par exemple, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est trop difficile de contrôler et d'avoir des éléments de reporting qui soient transparents sur ces entreprises. Et alors, pour terminer, last but not least, sur la performance financière, c'est évidemment une question clé. Et d'abord, je pense qu'il faut quand même bien comprendre que quand on a un investisseur responsable, on est d'abord et avant tout un investisseur. C'est ça notre job, quoi. Donc, on passe pas de 3 milliards à 31 milliards si on délivre pas de la performance financière. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'investisseur qui accepte de sacrifier à l'avance, de façon spontanée, qui accepte de sacrifier de la performance financière pour atteindre des objectifs environnementaux et sociaux. C'est marginal. Je ne dis pas que ça n'existe pas du tout, c'est marginal. Donc, si vous voulez avoir un impact fort, si vous voulez gérer de plus en plus d'argent et donc investir plus dans les impacts environnementaux et sociaux, il faut produire de la performance financière. Alors, ensuite, est-ce que c'est compatible ? Il y a plein de raisons qui tendent à dire que c'est compatible, et puis plein de raisons qui tendent à dire que ça ne l'est pas. Celles qui tendent à dire que ça ne l'est pas, c'est d'abord le fait que quand vous restreignez votre univers de gestion, donc vous avez au début, 1000 actions 1000 entreprises dans lesquelles vous pouvez investir, si vous en éliminez la moitié ou les 2/3, vous prenez plus de risques quand même. Vous diversifiez moins votre portefeuille, c'est moins efficace, vous perdez des opportunités. Donc, en théorie, la théorie financière vous dit que vous allez avoir une performance plus faible ou un niveau de risque plus élevé. Donc, c'est pas génial. L'autre élément qui va dans le sens négatif, c'est de dire tous ces sujets d'environnement, mais aussi de droits humains, c'est coûteux. C'est sûr que si vous
faites travailler des enfants et que vous les payez pas, ben c'est sûr que vous avez une main-d'œuvre moins chère que si vous respectez les règles de l'OIT. Si vous mettez un filtre au-dessus de votre usine pour pas que les fumées s'échappent, ben, il y a le coût quand même de ça qui existe. Et donc, logiquement, on va vous dire que vous allez avoir moins de performance financière. Mais il y a quand même aussi plein de raisons qui peuvent vous dire l'inverse, parce que aujourd'hui, on est quand même dans première raison, c'est l'innovation. Je crois que de façon assez évidente, une très grande partie de l'innovation aujourd'hui est orientée vers la durabilité, énormément. Et donc, les opportunités d'investissement sont massives. Les énergies renouvelables sont un exemple évident. La mobilité électrique, c'est un autre exemple évident. Donc il y a des façons de faire de l'argent en investissant dans du durable. Puis le deuxième élément, c'est quand même que l'image des entreprises, la notoriété des entreprises est impactée aujourd'hui de plus en plus par ces questions de durabilité. Et donc on va avoir un risque de notoriété, un risque de controverse très forte si on ne va pas dans ce sens-là. Et donc, on va avoir une performance financière plus faible. Il y a des exemples qui sont bien connus, que ce soit BP avec la catastrophe de Deepwater, que ce soit Volkswagen au moment du scandale du diesel. Vous avez des entreprises dont la valeur a chuté considérablement à cause de risques de nature ESG. Donc voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on est un investisseur qui se veut durable, notre objectif, c'est quand même de faire de la performance financière. Simplement, l'horizon auquel on va promettre cette performance financière va être un petit peu plus long parce que il y a des cycles et il y a des périodes. Par définition, on va être moins bon que le reste du marché. Si vous regardez ce qui se passe après le déclenchement de la guerre en Ukraine, je veux dire, il y a une seule façon de faire vraiment de la bonne performance financière à ce moment-là, c'est d'investir dans le pétrole et les armes. Ça dure 6 mois, ça dure 9 mois, ça dure 1 an. Ça se retourne après, parce qu'après le marché revient à la réalité et se dit, bon, bah, malgré tout, quand même, les renouvelables, ça va redémarrer. Mais pendant 1 an, vous souffrez énormément parce qu'il y a une conjoncture qui fait que ça ne va pas. Et évidemment, c'est pas à ce moment-là que vous allez décider de vous mettre à investir dans le pétrole et dans les armes, parce que sinon, vous cassez votre business. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il y a une compatibilité à condition effectivement de bien expliquer aux investisseurs comment on va atteindre effectivement ces objectifs. Merci infiniment, Philippe. Alors, avant de vous laisser applaudir, Philippe, 2 secondes pour vous partager avec vous quelques informations sur notre programmation à venir. Je voulais vous dire que le 8 octobre, il y a nos amis de l'ESSEC qui organisent, je parle sous ton contrôle, Stéphane, une très belle conférence sur la transition dans le domaine et le secteur de l'art et de la culture. Nous aurons le 17 octobre une conférence sur le plastique avec Rosalie Mann, la fondatrice de l'ONG, c'est quoi le nom? No More Plastic. Voilà. Le 7 novembre, nous recevrons Maxime Blondeau qui viendra nous présenter son ouvrage Géoconscience. Et puis le 17 novembre, alors pour ceux que c'était pas Dominique Bourg, mais pour ceux qui sont un peu déprimés par Philippe, sachez qu'on organise avec nos camarades des agros une conférence sur l'éco-anxiété. Et vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà, je vous propose. Merci encore à David et au groupe Finance. Merci Émilie, merci Wael pour avoir été instrumentaux dans le montage de cette conférence. Et je vous propose d'applaudir très fort Philippe.